Qui sème la colère commerciale, récolte la facture à la caisse. Vous connaissez le proverbe, quand l'éléphant se gratte, c'est toute la savane qui tremble. Eh bien, dans notre histoire du jour, l'éléphant, c'est Donald Trump et la savane, c'est l'économie mondiale. Mais voilà, quand l'éléphant s'est frotté un peu trop fort sur le dos du Canada, surprise, c'est lui-même qui a perdu l'équilibre. Et la question, chers spectateurs, est simple. Comment un pari de puissance s'est-il transformé en boomerang économique et diplomatique? Bienvenue sur Room Amérique, votre chaîne de référence pour comprendre l'actualité américaine comme personne d'autre. Ici, on prend les événements brûlants, on les décortique, et on vous les raconte avec un mélange d'analyse pointue et de satire à l'américaine. Parce que oui, on peut rire de ce qui est sérieux, surtout quand les décisions politiques finissent par se mordre la queue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un feuilleton digne d'une série Netflix, les tarifs de Trump contre le Canada, l'amitié fissurée. Une histoire où un président sûr de lui lance un défi à son voisin, convaincu que celui-ci va plier, mais où la réalité va lui rappeler que même les géants peuvent trébucher. Alors, installez-vous, accrochez vos ceintures, et préparez-vous à découvrir comment un bras de fer commercial a secoué non seulement deux nations, mais aussi l'équilibre de toute une région. Partie 1 l'acte, un coup de gueule à 35%. Imaginez la scène. Washington, un matin comme les autres, mais avec Donald Trump à la Maison-Blanche, ça veut dire qu'aucun matin n'est vraiment ordinaire. Un stylo, une signature et voilà, 35% de taxes sur les produits canadiens. Pas 5, pas 10, pas 20. Non, M. Trump a choisi le tarif façon XXL, le genre de chiffre qu'on écrit en majuscule pour montrer les muscles. L'idée derrière ce geste? Simple comme un tweet à 3 heures du matin. Punir, faire peur, et surtout rappeler aux voisins du Nord que c'est lui le patron. Les stratèges de la Maison-Blanche ont vendu ça comme un coup de maître. Protéger les ouvriers américains, relancer l'industrie locale et prouver que l'Amérique n'est jamais « soft » quand il s'agit de commerce. Mais pause une seconde. Parlons franchement. Depuis quand un mariage vieux de plusieurs décennies, construit sur des usines, des camions et des millions de travailleurs des deux côtés de la frontière, peut-il être géré comme une scène de télé-réalité? On ne parle pas d'une querelle de voisinage pour une clôture mal placée. On parle de l'un des plus grands partenariats commerciaux de la planète. Et c'est là que la satire entre en scène. Parce que dans la tête de Trump, c'est une logique de poker. Taper fort, voir la réaction, et rafler la mise. Mais dans le monde réel, l'économie, ce n'est pas un casino de Las Vegas. Chaque pièce, chaque vis, chaque produit traverse cette frontière comme si elle n'existait pas. Le café que vous buvez le matin, le lait dans vos céréales, la pièce de métal dans votre voiture, tout ça a probablement fait un aller-retour au Canada avant d'arriver chez vous. Alors, quand vous balancez une taxe de 35%, ce n'est pas le Canada que vous frappez en premier, c'est le consommateur américain. Mais Trump, lui, ne doute jamais. Il appelle ça « America First ». Sauf qu'en réalité, parfois, « America First » veut dire « America paie la facture en premier ». Et la facture, elle arrive vite. Parce que l'économie nord-américaine, c'est comme un mariage sans contrat de séparation. Ce qui touche l'un finit toujours par toucher l'autre. Regardez l'industrie automobile. Dans l'imaginaire présidentiel, une taxe sur le Canada, c'est une punition pour Ottawa. Mais en vrai, la chaîne de production d'une voiture américaine est une sorte de voyage organisé. Le métal part du Québec, la pièce est assemblée dans le Michigan, testée en Ontario, puis renvoyée pour finition en Ohio. Résultat, quand Trump appuie sur la guinchette des tarifs, il tire en réalité sur les pneus de General Motors et de Ford. Et parlons des chiffres. 9 millions d'emplois américains dépendent directement du commerce avec le Canada. 9 millions. C'est l'équivalent de toute la population de l'État du New Jersey. Vous imaginez? C'est comme menacer de couper la branche sur laquelle vous êtes assis. Sauf que cette fois, la branche supporte aussi toute votre famille, vos amis et vos voisins. Mais la logique du président, c'est que, qui fait mal au voisin gagne. C'est oublier que le voisin, c'est le premier client de vos propres usines. Chaque année, le Canada achète plus de produits américains que le Japon, la Corée, la Chine, le Royaume-Uni et la France réunis. Oui, vous avez bien entendu. Le Canada, ce pays réputé pour son sirop d'érable et son « pardon » à chaque coin de rue, c'est le super client dont dépend une partie de l'économie américaine. Alors, quand Trump annonce sa taxe de 35%, il s'attend à voir Ottawa paniquer. Mais surprise, le Canada ne panique pas. Pas de cris, pas d'effondrement. Au contraire, les Canadiens sourient, prennent des notes, et se disent « Très bien, on va faire nos calculs ». Et là, c'est tout le génie de cette première étape.
Au lieu d'affaiblir le voisin, Trump vient de l'obliger à se réinventer. Ce qui est fascinant, c'est l'écart entre le spectacle et la réalité. D'un côté, la Maison-Blanche annonce une démonstration de force. De l'autre, les économistes découvrent que 95% des exportations canadiennes restent protégées par l'accord nord-américain. En clair, cette taxe de 35%, elle n'est pas un tsunami. C'est plutôt une grosse vague qui s'écrase sur un mur de béton légal. Résultat, l'impact est beaucoup plus faible que prévu. Et là, la satire devient presque trop facile. Parce qu'imaginez l'image, Trump brandit son marteau tarifaire, prêt à écraser l'économie canadienne, et au moment de frapper, c'est son propre orteil qui l'écrase. Les usines américaines qui ralentissent, les prix qui grimpent, les consommateurs qui râlent. On ne parle pas d'un effet boomerang. On parle d'un boomerang taille XXL qui revient droit dans le bureau ovale. Mais attention, ce premier acte n'est qu'un début. C'est le lever de rideau d'un drame économique qui va s'écrire sur plusieurs années. Parce que derrière ce coup de 35%, il y a une logique plus profonde. Tester la résilience de l'allié historique, mesurer sa réaction, et surtout préparer le public américain à croire que la douleur qu'il subit est le prix de la grandeur retrouvée. Et c'est là que notre histoire prend tout son sens. Parce que, oui, ce coup de taxe était censé être une démonstration de puissance. Mais en réalité, c'est peut-être le premier chapitre d'une leçon beaucoup plus large. Quand on joue avec des chaînes d'approvisionnement qui dépassent les frontières, on finit toujours par apprendre que l'économie, elle, ne connaît ni mur ni slogan. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Comment le Canada, ce voisin poli mais désormais affirmatif, va-t-il transformer cette attaque en opportunité? Et surtout, jusqu'où l'Amérique est-elle prête à payer le prix de son propre bras de fer? Partie 2, la réponse canadienne. Calme, calcul et diversification. Si la partie 1 ressemblait à un match de boxe où l'Amérique monte sur le ring avec des gants dorés et une caméra braquée sur elle, la partie 2 est la revanche inattendue du voisin discret. Car face à la gifle tarifaire de 35%, le Canada n'a pas hurlé, ne s'est pas effondré, et n'a surtout pas joué le rôle du figurant qui s'excuse. Non. Ottawa a pris une grande respiration, ajusté sa cravate, et dit calmement, « Très bien, jouons aux chiffres. » Et c'est là que commence le twist. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les Canadiens ne sont pas ces éternels gentils qui plient sous la pression. Leur arme? Pas des tweets incendiaires ni des conférences de presse théâtrales. Leur arme, ce sont les calculs. Et croyez-moi, quand les Canadiens sortent leurs calculettes, il vaut mieux s'accrocher. D'abord, un détail que Trump semblait avoir oublié. 95% des exportations canadiennes sont protégées par l'accord USMCA. En clair, la taxe de 35%, elle ressemble plus à un pétard mouillé qu'à une bombe atomique. Les douaniers américains peuvent bien brandir leurs nouveaux tarifs. La plupart des produits passent quand même sous le radar des exemptions. Résultat, l'impact réel est beaucoup plus faible que le discours officiel. C'est comme menacer de couper l'eau d'un voisin, alors que ce voisin a déjà son propre puits dans son jardin. Mais le Canada ne s'est pas arrêté là. Puisque Washington voulait jouer au bras de fer, Ottawa a choisi de muscler sa stratégie. Pas avec des discours, mais avec une série de moves qui, chacun, ressemble à un contre-pied parfait. Prenons l'exemple du vin. Les étiquettes américaines disparaissent des rayons canadiens? Pas grave. Les vignobles du Québec et de l'Ontario se frottent les mains et triplent presque leurs ventes. Les Canadiens, habitués à dire « pardon » pour un rien, ont soudain découvert qu'ils pouvaient dire « merci » à cette crise. Résultat, un bond de 60% des ventes locales. Ironique, non? Trump voulait punir Ottawa, et c'est finalement Napa Valley qui trinque. Et ça ne s'arrête pas là. Regardez le secteur de l'aluminium. Depuis des décennies, le Canada exportait ses matières premières brutes aux États-Unis, qui les transformaient en canettes et ustensiles pour ensuite les revendre au Canada. Une sorte de cercle vicieux où l'Amérique encaissait la valeur ajoutée et le Canada se contentait du rôle de fournisseur. Mais avec les taxes, Ottawa a dit « Stop, on garde l'aluminium et on investit dans nos propres usines de transformation. » Résultat, 1 milliard de dollars de production rapatriée dans les chaînes locales. Autrement dit, moins de business pour l'oncle Sam, plus d'emplois et d'indépendance pour le Canada. Et comme si ça ne suffisait pas, Ottawa a lancé un autre coup de maître, diversifier ses marchés. Plutôt que de pleurer sur la fermeture relative du marché américain, les Canadiens sont allés frapper aux portes de l'Europe et de l'Asie. Les ventes vers le Japon bondissent de 23%, celles vers l'Allemagne de 46%, et vers le Royaume-Uni, elles triplent presque. C'est le genre de chiffres qui donne des migraines aux stratèges de Washington. Parce qu'au lieu de voir un Canada affaibli, ils assistent à un Canada qui s'émancipe et s'affirme. Mais le plus piquant dans tout ça, c'est le ton.
Alors que Trump enchaîne menaces et coups de menton, les Canadiens, eux, gardent leur flegme légendaire. Pas de show, pas de slogan. Juste des actions concrètes, mesurées, efficaces. C'est un peu comme si vous aviez une dispute de couple. L'un crie, tape du poing sur la table, jure qu'il part avec la voiture. L'autre, calmement, prend les clés, achète un nouveau véhicule et s'en va travailler, sans bruit. Et le lendemain, surprise, c'est celui qui criait le plus fort qui se retrouve coincé à la maison. Et ce qui rend cette réponse canadienne encore plus redoutable, c'est qu'elle a aussi déclenché une transformation culturelle. Parce que ce conflit, ce n'est pas seulement une affaire de chiffres et de contrats. C'est une histoire de mentalité. Les Canadiens, longtemps habitués à dépendre des produits américains, redécouvrent le plaisir de consommer local. Les supermarchés mettent en avant les étiquettes « Produits au Canada » et le public suit avec enthousiasme. Ce n'est plus seulement une contrainte, c'est devenu un mouvement de fierté nationale. En clair, Trump voulait jouer les durs, mais il a offert aux Canadiens une occasion en or, consolider leur autonomie, renforcer leur industrie et se diversifier. Ce qui devait être une punition s'est transformé en cadeau mal emballé. Et là, la satire devient un régal. Parce que voyez-vous, l'histoire est pleine d'ironie. L'Amérique a imposé une taxe censée être une arme, et c'est finalement le Canada qui l'utilise comme un tremplin. Pendant que Washington joue au shérif solitaire, Ottawa joue aux échecs. Et devinez qui avance ses pions? Mais attention, ce n'est que le deuxième acte de ce drame économique. Car si la riposte canadienne est brillante, elle n'efface pas la réalité américaine. Des emplois fragilisés, des usines au ralenti, et des consommateurs qui paient le prix fort. Et c'est là que notre enquête prend une autre dimension. Parce qu'après avoir vu comment le Canada transforme une attaque en opportunité, il faut maintenant regarder ce qui se passe chez l'Amérique elle-même. L'impact direct sur ses travailleurs, ses industries, ses familles. Partie 3, le prix payé par l'Amérique. Emploi en danger et électeurs en colère. La scène est digne d'un paradoxe made in USA. D'un côté, un président qui promet monts et merveilles, jurant que ses tarifs vont rendre l'Amérique riche, plus riche que jamais. De l'autre, des ouvriers, des agriculteurs, des petits commerçants qui regardent leurs factures grimper plus vite que le prix du pétrole. Oui, mesdames et messieurs, la fameuse taxe de 35% censée punir le Canada finit par punir l'Américain moyen, celui qui n'a jamais mis les pieds à Ottawa, ni même dans une réunion de l'OMC. Commençons par les emplois industriels. Détroit, capitale symbolique de l'automobile, devait être la grande gagnante. Trump l'avait promis, les usines vont renaître, les chaînes de production vont tourner à plein régime. La réalité? Moins glamour. Ford, GM, Stellantis, tous se retrouvent coincés avec des coûts en hausse. Parce que devinez quoi? Les pièces venues du Canada, essentielles pour assembler une voiture américaine, coûtent soudain beaucoup plus cher. Résultat, certaines lignes ralentissent, d'autres ferment temporairement. On parle de dizaines de milliers d'emplois menacés. Et pendant ce temps, à la télévision, on continue de répéter que l'Amérique gagne. Mais ce n'est pas tout. Prenons les consommateurs, ce fameux électorat de la classe moyenne qu'on promettait de protéger. Allez faire vos courses dans un supermarché du Midwest. La canette de soda? Plus chère. L'auto neuve? Hors budget. Même le barbecue de l'été devient un luxe, parce que l'acier canadien qui sert à fabriquer vos grilles arrive taxé. Les familles se retrouvent à calculer chaque dépense, pendant que la Maison-Blanche parle de « stratégie de long terme ». Une stratégie, oui, mais qui vide les portefeuilles bien plus vite que prévu. Et que dire des agriculteurs? Ceux du Wisconsin, par exemple, qui comptaient vendre leur lait et leurs produits dérivés en grande quantité au Canada. Mauvaise surprise, Ottawa a imposé ses contre-mesures. Le lait américain reste coincé, et les fermiers, déjà fragiles, crient à l'abandon. Dans certains comtés, on voit les affiches « Trump 2024 » jaunir sous la pluie, pendant que les fermes ferment les unes après les autres. Ironique, n'est-ce pas? Le président qui voulait être le sauveur du « Heartland » devient l'accélérateur de ses problèmes. Mais ce qui rend la satire encore plus savoureuse, c'est la rhétorique officielle. À la télévision, Trump clame que les tarifs sont payés par les Canadiens. Or, dans la vraie vie, ce sont les entreprises et les familles américaines qui encaissent la note. Chaque hausse de prix, chaque ralentissement d'usine, chaque emploi perdu, c'est une preuve que la taxe, loin d'être un cadeau, est une facture laissée sur la table du citoyen. C'est un peu comme si on vous promettait un dîner gratuit, et qu'au moment de l'addition, vous découvrez que c'est vous qui payez pour tout le monde. Et attention, l'effet ne se limite pas au portefeuille. Il touche aussi la politique intérieure. Parce qu'aux États-Unis,
quand l'économie tousse, les urnes éternuent. Les syndicats, qui avaient applaudi l'idée de protéger l'industrie nationale, commencent à se retourner. Les gouverneurs des États touchés multiplient les critiques. Et dans les talk-shows, les journalistes ne parlent plus de « renaissance industrielle », mais de « casse-tête économique ». Le contraste est saisissant. D'un côté, une Amérique officielle qui bombe le torse et parle de victoire. De l'autre, une Amérique réelle, où les ouvriers craignent de perdre leur emploi, où les agriculteurs comptent leurs pertes, où les familles serrent les dents à chaque passage en caisse. C'est l'image parfaite d'une promesse politique qui se heurte au mur de la réalité économique. Et le plus cruel, c'est que pendant que les Américains paient la facture, le Canada, lui, s'organise, investit, se diversifie. Autrement dit, le voisin qu'on voulait mettre à genoux sort plus robuste, pendant que la maison américaine prend l'eau. Une sorte de boomerang économique, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas l'adversaire qui saigne, c'est celui qui a lancé l'arme. Voilà la vraie tragédie satirique de cette affaire. Un président qui voulait jouer au stratège mondial, mais qui finit par saboter son propre camp. Et cette ironie-là, elle ne fait pas rire les électeurs. Parce qu'à la fin, peu importe les discours, c'est le chèque de l'épicerie, le loyer et l'emploi qui comptent. Et quand ces trois piliers s'effritent, la patience du peuple américain, elle, n'a plus de pourcentage à la baisse. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce qu'après avoir vu les effets sur le Canada, puis les effets sur les Américains eux-mêmes, il reste une question brûlante. Quel impact tout cela a-t-il sur les relations bilatérales, sur l'avenir de l'alliance nord-américaine, et sur la place des États-Unis dans un monde où leurs voisins apprennent à se passer d'eux? Partie 4. Les relations bilatérales. L'alliance fissurée. Si les trois premières parties ressemblaient à une dispute commerciale classique, la quatrième ouvre un chapitre beaucoup plus sombre, celui de l'amitié nord-américaine qui se fissure. Parce que, soyons honnêtes, l'alliance entre les États-Unis et le Canada, ce n'était pas seulement une affaire de business. C'était un partenariat stratégique, une fraternité presque familiale. On parlait du fameux, plus long voisinage pacifique du monde. Eh bien, devinez quoi? Ce voisinage pacifique commence à ressembler à une querelle de clôture entre voisins de banlieue. L'un construit un mur trop haut, l'autre menace d'appeler la mairie, et tout le quartier assiste au spectacle. Trump pensait que le Canada resterait ce voisin poli qui sourit et dit toujours « oui ». Sauf que cette fois, Ottawa a dit « non ». Et pas un petit non hésitant. Un grand non clair et ferme. Conséquence, la confiance s'effrite. Les négociations bilatérales deviennent glaciales. Les sommets entre dirigeants ressemblent plus à des compétitions de poker qu'à des discussions entre partenaires. Derrière les sourires protocolaires, c'est la méfiance totale. Et cette méfiance ne touche pas seulement les élites politiques. Elle descend jusque dans l'opinion publique. Au Canada, une partie de la population voit désormais les États-Unis non plus comme un allié naturel, mais comme un géant imprévisible, capricieux, presque dangereux pour leur économie. Les sondages montrent une chute nette de la confiance envers Washington. Dans les cafés d'Ottawa, de Toronto ou de Vancouver, les conversations glissent du « partenariat vital » vers le « il faut s'en détacher ». Et c'est là que la satire atteint un niveau presque tragique. Trump voulait renforcer l'image de l'Amérique, et il finit par fabriquer un Canada plus indépendant, plus méfiant, et surtout plus décidé à diversifier ses alliances. Mais attention, la fracture ne s'arrête pas à la perception populaire. Elle s'infiltre dans les institutions. L'OTAN, par exemple, repose largement sur la coopération entre Washington et Ottawa. Or, comment coopérer militairement avec un allié qui, économiquement, vous traite comme un adversaire? Les diplomates canadiens se retrouvent dans une position délicate. Sourire en public, serrer des mains, tout en préparant en coulisses des plans B avec l'Europe et l'Asie. Et parlons de la frontière. Cette fameuse ligne de 8891 km, la plus longue frontière non militarisée du monde. Elle symbolisait la confiance, l'ouverture, la fluidité. Aujourd'hui, les douanes deviennent un champ de bataille. Les inspections s'allongent, les tensions s'accumulent. Des transporteurs se plaignent de retard, des PME canadiennes renoncent à exporter vers les États-Unis, préférant investir ailleurs. La frontière, autrefois vitrine de coopération, se transforme en baromètre des tensions. Et chaque camion bloqué, chaque cargaison retardée, envoie un message clair. L'âge d'or de la confiance aveugle est terminé. Ce climat tendu affecte aussi la diplomatie régionale. Car, souvenez-vous, le Canada n'est pas un petit joueur isolé. C'est le lien entre l'Amérique du Nord et l'Europe, entre les États-Unis et l'Asie via le Pacifique. Quand Ottawa se détourne de Washington, ce sont des passerelles entières qui se déplacent. L'Europe applaudit, l'Asie s'empresse de signer des accords,
et les États-Unis se retrouvent progressivement dans un isolement stratégique, créé par leurs propres décisions. La satire ici est implacable. C'est comme une fête de famille où le frère aîné passe son temps à insulter tout le monde en pensant qu'ils resteront quand même à table. Mais à force d'arrogance, voilà que le petit frère se lève, prend son assiette, et va dîner ailleurs. Et devinez quoi? Il découvre que le repas est tout aussi bon, sinon meilleur, chez les voisins. Mais le clou du spectacle, c'est l'effet à long terme. Parce que même si demain un autre président revient avec un ton plus doux, les dégâts sont faits. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas en un discours. Le Canada a désormais appris qu'il peut survivre sans les États-Unis, qu'il peut se tourner vers d'autres marchés, d'autres alliés, d'autres opportunités. En clair, même si Washington revient un jour frapper à la porte avec un bouquet de fleurs, Ottawa ne regardera plus jamais son voisin de la même façon. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. En croyant renforcer son pouvoir par des tarifs et des menaces, l'Amérique fragilise le tissu même de ses alliances. Et quand une superpuissance commence à perdre la confiance de ses voisins les plus proches, la question n'est plus combien de temps les taxes vont durer, mais combien de temps l'influence américaine va-t-elle tenir? Voilà le véritable enjeu de cette crise. Bien plus qu'un bras de fer commercial, c'est une rupture de confiance. Et cette rupture-là, elle ne se mesure pas en pourcentage ou en points de PIB. Elle se mesure en diplomatie, en alliance, en place dans le monde. Mais avant de tirer des conclusions définitives, il reste une dernière étape. Car derrière cette bataille de tarifs, derrière ces tensions politiques et ces fissures diplomatiques, se cache une autre question brûlante. Que nous dit cette affaire sur l'avenir même du leadership américain? Ce que nous venons de voir n'est pas seulement une guerre de tarifs. C'est une histoire de fierté, de souveraineté et de confiance brisée. D'un côté, un président américain persuadé que la force brute pouvait tout résoudre. De l'autre, un Canada qui, au lieu de céder, a transformé la contrainte en opportunité, jusqu'à redessiner ses alliances et renforcer son identité économique. Le résultat? Deux nations qui ne se regardent plus dans les yeux de la même façon. Et derrière les chiffres, ce sont des travailleurs, des familles, des habitudes de consommation, et même des relations diplomatiques entières qui se trouvent bouleversées. Ce qui se joue ici dépasse de loin le prix de l'aluminium ou du vin. C'est la place même de l'Amérique dans le monde qui est en question. Et cette fois, ce n'est pas le Canada qui devra apprendre à vivre avec une nouvelle réalité, mais bien les États-Unis. Alors dites-moi, selon vous, qui sort vraiment gagnant de ce bras de fer? Le Canada qui a su se réinventer, ou les États-Unis qui, malgré la tempête, gardent encore un poids écrasant sur la scène mondiale? Votre avis compte, écrivez-le dans les commentaires. Et n'oubliez pas, si vous voulez continuer à comprendre l'Amérique sans filtre, avec profondeur mais aussi avec ce grain de satire qui rend tout plus digeste, abonnez-vous dès maintenant à Zoom Amérique. Activez la cloche, laissez un pouce bleu, et surtout partagez cette vidéo autour de vous. Parce que, croyez-moi, les prochains épisodes de la politique américaine seront encore plus explosifs.